Le traitement de première ligne d'une tuberculose sensible, c'est l'association de 3 et même plus souvent de 4 antituberculeux au début, qui sont la rifampicine, l'isoniazide, le pyrazinamide et l'éthambutol qu'on rajoute à chaque fois qu'on a une forme qu'on considère comme étant riche en bacilles multibacillaires, ce qui est le cas de la plupart des tuberculoses pulmonaires. Ce traitement est poursuivi l'éthambutol jusqu'à ce qu'on ait obtention de l'antibiogramme, de la sensibilité à l'isoniazide. À ce moment-là, on arrête l'éthambutol et on fait 2 mois de trithérapie avec le pyrazinamide, et puis ensuite au moins 4 mois, dans la plupart des formes, la durée totale de traitement est de 6 mois, de l'association rifampicine-isoniazide. Dans les formes méningées ou osseuses, on traite souvent un petit peu plus longtemps, jusqu'à 9-12 mois. Ce qu'on appelle la multirésistance aux antituberculeux, c'est-à-dire la résistance aux 2 antituberculeux majeurs que sont la rifampicine et l'isoniazide, et avec la problématique du développement ultérieur, si ces tuberculoses multirésistantes ne sont pas traitées correctement, ce qu'on appelle les tuberculoses ultra-résistantes, c'est-à-dire qui sont résistantes aussi au traitement qu'on utilise pour les formes multirésistantes, c'est-à-dire essentiellement les quinolones et les antituberculeux injectables. La base du traitement pour l'instant, c'est, comme je le disais tout à l'heure, l'association fluoroquinolone et antituberculeux injectables, c'est-à-dire les aminosides qu'on associe avec d'autres médicaments, certains d'entre eux qui sont assez anciens. Mais là, le panorama, le paysage est en train de se modifier de façon radicale parce qu'on a l'apparition et la mise à disposition de nouveaux médicaments. Le principal, c'est la bédaquiline, qui est un médicament qui a été développé en partie par la recherche française, la recherche académique française, et qui agit sur la synthèse de l'ATP de la mycobactérie. C'est un antituberculeux très actif et qui a permis de sauver beaucoup de situations délicates justement de tuberculose ultra-résistante. Les recommandations actuelles de l'OMS conseillent de l'utiliser en même temps que les fluoroquinolones et les aminosides chaque fois que possible. Il y a d'autres médicaments qui sont arrivés, il y a le dolamanide notamment, qui est un imidazolé, et puis il y a aussi, mais c'est un peu un recyclage, c'est le recyclage de l'inésolide, qui est un antistaphylococcique qu'on utilise depuis assez longtemps, mais qui a une bonne activité antituberculeuse et qu'on utilise à dose un petit peu plus faible dans la tuberculose parce qu'on va faire des traitements prolongés, qui a une toxicité cumulée de ce médicament. Et là aussi, ça appartient maintenant au traitement de la tuberculose multirésistante et pas seulement ultra-résistante. Il y a une surveillance biologique qui est essentiellement centrée sur la toxicité hépatique, principalement. Après, il y a une autre toxicité qui est importante et qui doit être prévenue, qui est la toxicité neurologique de l'isoniazide notamment chez les personnes dénutries, chez les personnes alcooliques, chez les personnes d'origine africaine qui ont une forte prédisposition en fait à faire des neuropathies périphériques sous ce médicament. Et la prévention repose sur l'administration de vitamine B6 qui doit être quasi systématique, en tout cas dès qu'on a un facteur de risque en association à l'isoniazide. Alors pour la tuberculose sensible, je pense que le rôle du pharmacien, là, ça va être surtout le rôle du pharmacien d'officine. Je pense qu'il est absolument indispensable. Bon, nous, les médecins, bien sûr, le rappellent à chaque consultation, à la fois les généralistes et les médecins hospitaliers, aux patients sur la place essentielle de l'observance. Les problématiques de résistance qu'on a observées sont dues à des ruptures thérapeutiques, soit du fait du patient, soit du fait du système d'approvisionnement. Alors heureusement en France on n'est pas concerné par ces problèmes-là, mais le rôle du pharmacien il est là, de vérifier que le patient qui est sous antituberculeux vient bien chercher son traitement et de lui rappeler la nécessité de la prise régulière. Et je pense aussi que l'approche, parfois c'est les manifestations d'intolérance, notamment les manifestations d'intolérance digestive, qui sont mal supportées par le patient et qui fait qu'il va moins bien prendre. Et donc là il faut être à l'écoute du patient, lui poser des questions, et savoir là pourquoi il a des difficultés, s'il a des difficultés à le prendre, et éventuellement ne pas hésiter à revoir avec le médecin comment est-ce qu'on peut aménager le traitement pour le rendre plus facile à supporter. On n'a pas beaucoup parlé de cette toxicité digestive, mais je pense que c'est le problème principal, c'est-à-dire c'est l'intolérance gastrique, c'est les nausées, les vomissements, la perte de l'appétit, qui sont parfois assez importantes et qui notamment s'observent, je trouve, plus souvent avec les formes combinées. On utilise assez souvent ce qu'on appelle le réfractaire, pour ne pas le nommer, qui est l'association de rifampicine, isoniazide, pyrazinamide. Ça fait des doses assez fortes d'antituberculeux et souvent la tolérance digestive n'est pas très bonne. Donc une façon d'aider la tolérance digestive, c'est parfois d'arrêter cette forme combinée pour prescrire
chaque médicament séparément et en les répartissant au cours de la journée. Il y a aussi, on insiste beaucoup, et je sais que les pharmaciens insistent beaucoup sur la prise à jeun des antituberculeux. Et effectivement, si on prend la rifampicine au cours du repas, ça diminue son absorption de 20 à 30%. Alors, il est probable quand même que ça ait peu d'impact sur l'efficacité thérapeutique. Et on peut, si on voit qu'il y a des difficultés, proposer aux patients, nous c'est ce qu'on fait en tout cas au milieu hospitalier, on commence toujours le traitement à jeun, mais si on voit que ça ne se passe pas bien, qu'il y a des difficultés de tolérance digestive, on le prescrit au cours du repas, et éventuellement si on est un peu limite en termes de dose, on augmente un peu la dose de rifampicine pour contrebalancer cet effet de l'alimentation.